au profit d'une information informatique. La technique entrave les comportements et incarcère la parole, qui n'est plus l'expression d'un corps. Une personne qui parle, je parle en ce moment, et je suis gêné toujours de ne pas pouvoir parler avec un public, des amis librement, parce que nous parlons avec notre corps, et c'est un truisme, un lieu commun. Cette parole, elle est devenue théâtrale, au mauvais sens du terme, avec cette habitude récente que nous n'avons pas aujourd'hui, de faux paysages idylliques, de prairies normandes derrière l'orateur face à la caméra. Je mens là où je me trouve et il faudrait qu'on me croie. Nous devenons à notre insu des inputs et des outputs. Et le comble peut-être est que ma parole d'aujourd'hui est une parole de collaboration, mais au sens tragique de la Deuxième Guerre mondiale, au mauvais sens du terme, avec Méphistophélès. C'est peut-être de l'intérieur que l'on peut plus réfléchir à la servitude volontaire, à savoir que l'humain, devenant le produit de ses produits, crée une illusion de pouvoir auquel il se soumet avec une certaine volupté. Je pense même que ce n'est pas sans conséquence sur ce qu'on appelle le présentisme. La mémoire qui flanche, comme dans le film, comme dans la chanson, au profit de successions d'instants. Et peut-être cette perte nous protège-t-elle du désarroi, créé par ce que j'appelle le deuil du temps, c'est-à-dire du sentiment du jamais plus, a jamais disparu de l'année 2020 et peut-être de l'année 2021 qui se présente. La technologie comme déesse de l'oubli. Le jamais plus, quand on perd un être cher, c'est la tristesse que c'est pour sa vie entière qu'on ne la reverra plus. Eh bien, ces temps perdus, ces temps de théâtre, de cinéma, ces temps de rencontres, ces temps d'amitié, sont des temps qu'on ne retrouvera plus. Il faut donc en faire le deuil, que j'appelle le deuil du temps. Je ne suis pas technophobe, loin de là. Je ne suis pas là pour critiquer, parce que je suis, comme tout le monde, un utilisateur de portable, utilisateur de Zoom, utilisateur d'Internet pour chercher tel ou tel renseignement. Je pense que la technologie, elle doit être au service et pas notre maître. Et je trouve que quand Étienne La Boétie nous fait réfléchir il y a plusieurs siècles sur l'enfermement volontaire, je crois que les artistes seuls nous permettent de montrer que l'usage de la technologie peut être au service de l'humain et non pas à son détriment. Je terminerai par un artiste que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup, qui est Hiroshi Sugimoto, qui est un des plus grands photographes au monde. Il met un appareil photographie traditionnel, à très grand écran, et il laisse la photographie pendant 22 heures, 3 heures au bord de la mer, et il fait ce qu'on appelle des seascapes, c'est-à-dire regarder la mer et des images qui sont des images qui n'existent pas dans le réel, mais qui vont mettre l'humain devant cette inexistence face à lui-même. Et la transcendance va arriver à partir de l'image. Donc je ne suis pas du tout un prophète qui serait sans arrêt en train de dire que l'image nous éloigne du monde. Et l'image maîtrisée, ou l'image qui est créée par l'artiste, va nous susciter une transcendance. Et dans ce domaine, je pense que l'humain, quand il devient un objet de connaissance et non plus un sujet, est en situation de perte et de danger pour le futur. Merci pour votre audition. Je vois que Daniel me donne la parole. Oui. Je vous remercie, les organisateurs de ce Zoom et Daniel en particulier, d'insérer, comme vous l'avez dit, le projet même de votre organisation, d'insérer la psychanalyse. Aujourd'hui, et dans le débat qui nous secoue, par-delà la servitude volontaire et cette alerte que vous venez de dire, Jessica, concernant l'asservissement de la personne au modèle technique et numérique. Quand le maître des horloges devient le virus, on a le droit de se demander où en sommes-nous avec le malaise dans la civilisation. Et
j'ai tendance à feuilleter dans ce contexte le livre de Freud. Et je suis tombée à pic pour notre débat aujourd'hui sur une phrase que je vous livre. Freud se demande comment il peut trouver une brève formule, dit-il, pour l'évolution d'une civilisation. Comment définir cette possibilité d'une civilisation évoluer? Et il dit ceci, c'est le combat de l'espèce humaine pour la vie. Le combat de l'espèce humaine pour la vie. Eh bien, nous sommes en plein dedans et on peut se demander comment le néolibéralisme numérique qui organise le soutien budgétaire de l'État, je crois qu'il en coûte, et qui devient capable de faire du stop and go sur mesure, de plus en plus, comment il gère ce combat de l'espèce humaine pour la vie et pourquoi il peine à le gérer. C'est ce que nous sentons tous. Le désastre humain qu'entraîne la pandémie me semble tel qu'il ne pourra pas se résoudre avec les seules mesures politiques, économiques et sanitaires, aussi indispensables soient-elles. Mais il a fallu une année, avec confinement et déconfinement, pour réaliser que le psychisme existe et que le mal-être psychique, fomenté par la pandémie et par la désocialisation, vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, très pertinemment et avec une tonalité, comme on la connaît déjà, à la fois maîtrisée mais tragique, ce mal-être et cette désocialisation menacent le lien social en profondeur. Mais peu nombreux sont encore ceux qui pensent, et c'est ce que je vais essayer de soutenir aujourd'hui, que ce qu'il s'impose de sauver dans la pandémie, dans l'état en guerre d'aujourd'hui, c'est le fort intérieur, c'est l'expérience intérieure, c'est la subjectivité. Alors, je me suis demandé comment éviter de vous couvrir de langage psychanalytique qui devient parfois très technique. Je vous épargne donc, pour définir ce fort intérieur, les termes psychanalytiques. Je vais simplement dire que j'entends ce fort intérieur au sens où, je me souviens, il n'y a pas longtemps, je regardais des témoignages sur le survivant de la Shoah. On demandait à un monsieur, mais comment expliquez-vous que certains ont survécu? Pourquoi ont-ils survécu? Et il a dit, mais parce qu'ils avaient une expérience intérieure. Alors, l'expérience intérieure, moi, je l'entends au sens où Freud nous l'avait légué, à savoir un transfert entre celui qui parle, un corps qui parle, et un autre qui répond. Des corps, vous disiez tout à l'heure. Ça me renvoie au terme du judaïsme de Teshuvah, qui veut dire retour et réponse. Non pas adaptation à tel ou tel modèle, mais anamnèse, éternelle refondation de soi. Freud avait hérité de cette tradition. Et l'éthique de cet entre-deux, de cette émergence de la parole et d'une nouvelle subjectivité qui ne se modèle pas, qui ne se gère pas, mais qui évolue, il nous dit que pour ça, il n'y a qu'une seule orientation, il nous a donné une seule direction, là où c'était « je dois advenir », et deux principes, le principe de réalité et le principe de plaisir. Vous voyez déjà qu'il y a toute une éthique qui est là, que nous essayons de tenir tant bien que mal, mais qui, dans ces temps de pandémie, nous oblige à la fois de la maintenir et de la rénover. Je vais essayer de vous dire comment la psychanalyse essaye de se rénover dans ce temps pandémique et avec toutes les restrictions que vous avez données. Je vais essayer de dire quelques mots aussi après sur le malaise des hôpitaux tel qu'il revient à nous, psy qui ne sommes pas dans les hôpitaux, et puis sur les conséquences à long terme de ce que vous avez esquissé tout à l'heure en parlant de la transcendance, le pacte social suite à ce malaise.
Et où va-t-on avec cela? Un peu prétentieusement. Mais en attendant, quelques mots, permettez-moi d'être un peu pesant peut-être et avec des références qui font partie de notre mémoire culturelle. Mais en vous entendant parler de l'appauvrissement du langage, l'idée me vient qu'il faut insister sur le fait de devoir s'approprier la complexité de notre héritage culturel. Donc, quelques références pour vous parler, à partir de cette référence culturelle, de ce que j'entends par fort intérieur et expérience intérieure. Je pense à un penseur du XIIIe siècle qui s'appelait Dan Scott et qui disait, et ça c'est à faire entendre aux technicistes et aux maîtres du numérique, la vérité, disait-il, n'est pas dans les idées abstraites, elle n'est pas non plus dans la matière avec ses big data et evidence-made medicine qui évidemment existent, il faut l'entendre, mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité est dans cet homme-ci, cette femme-là, avec le démonstratif, ecce. On appelle ça l'eceitas, business en anglais. Et j'ajoute à cette position de la singularité que l'analyste entend et qu'on essaye de retrouver dans chaque malade, dans chaque internaute pour le sauver de sa solitude, de leur solitude, j'ajoute aussi un grand livre de Georges Bataille, très érotique et très troublant, mais qui parle peut-être à cause de cela aussi à l'actualité, qui s'appelle l'expérience intérieure. Et il définit l'expérience intérieure d'une manière que le psychanalyste peut assumer. Il dit que c'est l'appropriation de la vie jusque dans la mort. Pour contester, c'est le terme de contestation qui vient, pour contester le retrait sur soi, mais aussi les limites, les modèles et même les liens. Donc cette capacité de revenir sur soi jusqu'aux limites de la vie intégrée dans la mort et vice-versa, pour contester ce chemin d'interrogation et de refondation est quelque chose qui doit se retrouver dans notre manière de parler, de communiquer à l'encontre de la servitude volontaire. Et puis une autre dimension aussi qui va résonner avec votre souci pour le corps. J'ai commencé mon travail sur le langage et la subjectivité à partir d'une immersion dans les textes littéraires. Ceux qui nous écoutent le savent. Et j'étais très sensible à ce que Proust dit, et que je ne comprenais pas avant d'être psychanalyste. Il disait que l'enfant qu'il est entendait le craquement organique de la boiserie. La boiserie, c'est le langage. Entendre le craquement organique du langage, c'est ce que nous entendons dans les textes littéraires. Parce qu'à travers les mots affluent les pulsions, les sensations, les émotions, ce que les phénoménologues appellent l'antéprédicatif, avant le jugement, à travers le jugement. Et Colette, une autre de mes génies féminins, parlait beaucoup de la chair du monde et la chair des mots. Je pense que l'analyste est celui ou celle qui, dans le pacte analytique, entend la chair des mots, dans les pulsions, dans les sensations, etc. Et c'est ce qui se passe dans le contrat analytique. Comment on commence une analyse? Il y a une rencontre, on est capable ou non de sentir la singularité du trauma qui est devant nous et la capacité tout aussi singulière de vivre avec ce trauma. Et s'il n'y a pas cette résonance, ce craquement organique, on ne prend pas l'analyse, on l'envoie à notre collègue. Mais sur ce pacte-là se crée un autre lien humain qui n'est pas celui de l'internaute qui touche sur le bouton pour entrer dans 50 mots et aboutir à un jeune qui tue un autre pour prendre sa place. Donc c'est une réappropriation de notre culture dont nous avons besoin avec des pactes singuliers et des accompagnements personnalisés. Ça me fait penser, en parlant de singularité, à un témoignage que j'ai lu sur Internet d'un grand spécialiste virologue qui était directeur de ONU-SIDA et qui a été découvreur de virus de l'Ebola, Peter Pio, pardon. Ce grand monsieur de la virologie a été atteint par le virus de
façon très grave et il pensait mourir. Il décrit sur Internet ce moment où il se sentait perdu et comment essayer de se battre pour survivre avec toute la fragilité et son incertitude de savant qui sait qu'il ne sait pas. Et il a survécu, il est devenu conseiller de l'Europe, je crois, président de l'Europe, mais il préconise quelque chose. Il dit qu'il faudrait un accompagnement personnalisé de chaque personne menacée du virus. Je dis, mais ce monsieur parle en psychanalyste, nous, c'est ça qu'on essaye avec nos propres moyens et avec notre poétique qui cherche la chair des mots. Alors, deux mots sur comment la psychanalyse se positionne dans cette situation. Évidemment, vous savez tous que notre discipline, qui est plutôt une vocation, mais appelons la discipline, est ectopique dans ce climat-là. Même si on a découvert le psychisme, on a du mal à parler de psychologue, de psychanalyste, ça a l'air un peu marginal. Je suis persuadée que ce côté ectopique, au contraire, central, pour ce qui est des hôpitaux aussi. Mais pour en revenir à notre clinique du divan qui, avec le confinement, n'en était pas un, parce que certaines personnes pouvaient venir, donc on a gardé le présentiel, et d'autres étaient distanciels. Et j'ai découvert quelque chose d'extrêmement étonnant. J'ai toujours pensé que les techniques, et notamment le téléphone, dans le cas du distanciel, sont des obstacles. Et ils le sont, vous l'avez très bien montré. Mais quand le contrat transférentiel existe, quand on sait que nous communiquons avec la chair des mots, et que la personne qui vous fait confiance commence à vous parler de ces traumas, j'ai senti, et ça s'est confirmé avec d'autres collègues parce qu'il y a pas mal de Zoom entre psychanalystes pendant ce temps, que le téléphone n'est pas un obstacle, mais peut être une membrane où on entend le trauma de l'autre. Et c'est là que la vitalité de l'analyste est sollicitée. Contre la viralité, nous proposons cette vitalité qui est la nôtre, qui entend ce trauma et qui essaie de trouver le mot juste. Et on a eu l'occasion, dans le débat, on a des exemples que l'analyste en principe ne donne pas, ou fait des vignettes où les choses sont transformées. Mais il y a une véritable refondation de la position de la personne vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de ses hontes de parler de ses traumas, qui a pu s'opérer par le passage avec cette distance qu'impose le téléphone. Ce qui ne veut pas dire, au contraire, que la présence n'est pas nécessaire. Mais quand la présence revient, alors il se passe des choses nouvelles. Plus de, comment vous avez dit avec Du Boissy, servitude volontaire. On devient même agressif avec son analyse. On tape dans plein de cibles que l'analyste représente. Et c'est ça qui est la contestation nécessaire pour qu'on cesse d'être des victimes d'un confinement et d'une pensée confinée. Dans cet esprit, je dirais que même le terme de résilience, parfois je me méfie, parce que j'y entends l'appel à se conformer, à s'adapter. Eh bien, l'analyste, dans le meilleur des cas, et heureusement ça existe aussi, ne demande pas l'adaptation, demande la révolte, la contestation. Et c'est à ce prix-là qu'il y a une créativité personnelle et une refondation. C'est ça qui nous est apparu à certains moments dans le renouvellement de notre manière de faire l'analyse, et une découverte, à savoir que par-delà la castration à laquelle la psychanalyste est abonnée, on dit la psychanalyste, je pense qu'à la castration, au-delà de la mélancolie, qui est un effondrement très courant dans la situation actuelle. Et la mélancolie, c'est quoi? C'est le deuil d'objets perdus. Il n'y a plus d'objets. Vous êtes seul avec un écran, mais il n'y a pas d'autre. Et quand vous vous rendez qu'il n'y a pas de canaux sociaux pour trouver d'autres autres, vous êtes en état de deuil permanent. Au-delà de ça, ce qui est déjà pas mal, il y a ce qu'on appelle, et ce qu'on a découvert, ce qu'on appelle la position phobique centrale de l'être humain. C'est quoi cette position phobique centrale? Nous sommes tous des néothènes, c'est-à-dire l'être humain né inachevé. Il a besoin d'être soutenu des années et des années
quand il est bébé par sa maman, après l'adolescent, etc. Ça n'en finit plus, les stades de l'amour, la transcendance sont inventés pour cela. Mais cette peur de ne pas vivre, d'être effondré psychiquement et biologiquement, nous rattrape dans des moments de crise amoureuse sociale. Eh bien, c'est ce noyau phobique central qui est apparu chez nos patients et nous a obligés de trouver des moyens pour le reprendre, pour pas le dénier, mais pour l'inscrire dans un développement possible. Donc, je m'arrête ça pour ce qui est de ce qui nous est arrivé en psychanalyse, parce que les états de crise, des apocalypses sont évidemment terribles, mais peuvent être des lieux de révélation. Et moi, je suis une pessimiste optimiste. Je pense qu'il faut tabler aussi sur cette possibilité de voir plus clair sur certaines situations. Alors, deux autres remarques pour finir. Je disais que tout ça peut vous paraître très loin de l'expérience hospitalière dont on va en parler tout à l'heure. Je pense beaucoup aux soignants que nous avons considérés comme des héros l'année dernière et qui maintenant ne veulent pas se vacciner, sont exténués, souffrent, etc. Là aussi, on oublie que le soignant n'est pas un héros, mais qu'il a un noyau phobique et que ce noyau phobique qui apparaît dans certains comportements, surtout quand on est en situation de précarité sociale, culturelle, etc., et exténué par l'énormité du travail, qui soigne les soignants? C'est une question extrêmement importante et nous, les psychanalystes, on les a sur les divans. Les gens qui interviennent dans les EHPAD, ceux qui s'occupent des handicapés, les médecins. Le soin psychologique n'est pas une pilule élitiste. Ça concerne tout le monde et il faudrait que les grands magnitudes de l'hôpital s'en rendent compte. Et pour finir, je ne peux pas vous laisser, surtout en sachant que Jessica, vous êtes très, très attentif à l'éthique sociale qui s'élabore ou ne s'élabore pas. Je pense que cette pandémie nous a confrontés à deux problèmes fondamentaux du pacte social. Que la sécularisation, nous sommes une société sécularisée, des institutions internationales sont, quelles que soient les différences, de gérer cette sécularité sans ressent. Le monde sécularisé est confronté à deux grands problèmes, la mortalité, penser la mort. Nous avons laissé la mort aux religions ou aux médecins qui ne pensent pas mais qui gèrent. De plus en plus, je ne reviens pas sur la evidence-based medicine, mais vous en savez les limites. Essayez de penser la mortalité et faire face à la peur de la mort. Je suis confrontée à cela avec les adolescents, la maison des adolescents où je fais un séminaire sur le besoin de croire, destiné au personnel soignant. Et on se rend compte que des adolescents qui soient anorexiques, déprimés, ou tentés par le djihad, ou tombant dans des attitudes vandalistes, des tueurs, des gangsters, etc., sont des gens qui ont besoin de croire. Le besoin de croire comme une dimension anthropologique que Freud appelait un investissement. Le mot investir remonte à la racine crède, credo. Mon maître benveniste m'avait appris à décortiquer cela. Dans les hymnes védiques, credo, crède veut dire je te donne mon cœur et tu me promets l'éternité. La plus grande longévité possible, en tout cas dans notre situation. Eh bien, aujourd'hui, le credo qui donne la foi, c'est bien le crédit, sont en crise, mais le besoin d'investir l'autre, je reviens à la question du pacte entre deux, qui nous sauve du réseau et de l'asservissement volontaire au modèle préexistant. Eh bien, nous devons essayer de réévaluer, de transvaluer, disait Nietzsche, le besoin de croire et ouvrir la voie à l'enseignement critique, interrogatif, interprétatif de l'héritage religieux. Ça, c'est le premier point, et la situation actuelle nous ouvre des perspectives et des difficultés, mais en tout cas nous invite à aller dans cette direction.
Et le deuxième est la question de l'identité. Je pensais à cet internaute bloqué et esclave dont vous parliez. Dans ce contexte-là, comment répond le corps social? Parce que ce que vous avez fait est un diagnostic. Mais le corps social trouve des réponses qui sont insupportables. C'est l'archipélisation, fragmentation. Chacun dans son coin, les régions, les individus, les hommes, les femmes, une espèce d'abord dissémination des identités, fragmentation. Et par rapport à ça, comment on répond? Par le binarisme, les blancs contre les noirs, les colonialisés contre les colonialisants, des souverainetés de droite ou de gauche. Tout ça, il faudrait que notre débat permette à penser que c'est pensable et que ce n'est pas transformable rapidement, mais c'est un sujet d'interrogation. Et dans l'optique où je me place, avec notre microcosme de l'analyste qui mise sur la singularité renaissante possible, la réponse est trouver des possibilités, des lieux de parole, mais une parole incarnée. Et c'est le développement de la parole avec la chair des mots qui peut être peut-être la réponse au ce qu'on appelle le jour d'après. Juste me glisser pour remercier l'un et l'autre des intervenants, espérer un échange entre vous et juste glisser un petit mot à propos de cet impact qu'a l'épidémie et le virus sur l'invention par Freud de la psychanalyse. Freud, je le rappelle juste, mettait en avant la réalité psychique, donc le fort intérieur dont Julia a si bien évoqué la présence et l'impact, et invitait chacun à, comme il disait, même dans les moments les plus difficiles de l'existence, la séance continue. C'est-à-dire, quel que soit l'événement de la réalité extérieure, la séance continue. Eh bien, je crois qu'à travers ce que Didier Sicard et Julia Kristeva viennent de nous dire, on réalise que peut-être une transformation s'est effectuée dans notre façon de pratiquer la psychanalyse. C'est que oui, la séance continue, mais l'impact de la pandémie dans nos pratiques s'est intégré et prend place dans l'expérience intérieure. Et ça, c'est peut-être quelque chose de profondément intéressant à réfléchir pour inclure ce qui est la modernité et la technologie dans nos pratiques qui mènent effectivement à ce que la personne traverse cette mélancolie ou cette phobie centrale. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et vous remercier beaucoup et vous inviter. Moi, je voudrais vous poser une question, sur est-ce que vous rencontrez des personnes qui seraient victimes d'une sorte de ventriloquie informatique dans leur subjectivité, autrement dit, qui restitueraient non pas leur propre subjectivité, mais une pseudo-subjectivité empruntée au monde informatique. Et que votre travail est justement de peler l'orange, de retirer la carapace. Absolument. Écoutez, je devais parler dans un livre qui s'appelle Les nouvelles maladies de l'âme d'un patient, donc je change un peu les données pour par souci ontologique, qui était un dessinateur technique, ingénieur et très féru d'informatique. Et il voulait faire une analyse parce qu'il disait qu'il avait des difficultés avec ses copains, on ne s'entendait pas et il se sentait un peu isolé, mais après tout, ce n'était pas grave parce qu'il était justement impliqué dans ces nouveaux langages et ça le nourrissait beaucoup, mais en même temps, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc il était très évasif.
Et on a passé des mois et des mois, peut-être une année, où il m'expliquait ce qu'il faisait, sans qu'on puisse entrer dans ce côté ventriloque, comme vous dites, et barricadé, avec un langage barricadé. Jusqu'à ce qu'il me dise, à chaque fois quand je disais quelque chose, il me disait mais oui, mais bien sûr, et il me sortait 3 pages de Lacan, 2 pages de Grimm, toutes sortes de choses qu'il savait dans la cognition, comme ça, une espèce de personne parasitée par la cognition. Jusqu'à ce qu'il me dise un jour qu'il faisait quand il était petit, il faisait des dessins, il faisait de la peinture, mais tout ça est resté dans l'appartement de sa mère qui est décédée. Et il m'apprend par la même occasion qu'il a voulu faire son analyse 2 ans, presque 2 ans après la mort de sa mère. Et j'ai une théorie du langage qui consiste à penser que sous le cognitivisme, sous les vocables, les syntaxes, les applications, il y a une autre dimension qu'on trouve dans la poésie, que j'appelle sémiotique, qui sont les tonalités, qui sont les silences, qui sont les élévations des voix, ce craquement de la boiserie dont je parlais tout à l'heure. Il y a une espèce d'empreinte personnelle. Et je lui dis, mais vous me parlez du deuil de votre mère, vous avez l'air de vivre cela de manière très sereine, mais il me semble que votre voix se trouble quand vous évoquez ce phénomène. Et quand vous parlez de ces peintures. Et il s'est produit quelque chose de spectaculaire. Il est arrivé la fois d'après en m'apportant des photos, des reproductions de ces tableaux. Et nous avons passé très longtemps sur les tableaux qui étaient d'une violence insensée. Il prenait des photos de grandes vedettes, il découpait, il les remontait différemment, il les couvrait de peinture. Et on a passé du temps à parler de cette violence. Jusqu'à ce je commençais à lui parler de la violence qu'il habitait, au-dessous de son apparence d'homme cultivé et savant. Il s'est mis en colère en me disant qu'il espérait que j'étais une femme cultivée alors que j'étais une imbécile comme tous ces types, tous ces gens de la SPP. Mais la séance est continuée et voilà, nous avons fait un bon travail, je pense. Il a retrouvé une autre vie. Donc c'est possible. Oui. Ce qui explique la haine de la psychanalyse. Je suis frappé de voir l'agression ou l'agressivité des comportementalistes. J'ai été témoin pour la défense des psychanalystes dans un procès il y a 1 an où on considérait par certains psychiatres que les psychanalystes étaient des escrocs, des gens qui étaient arriérés mentaux et qui étaient en train de pousser la population dans des voies complètement dépassées. Et c'était porté devant le juge. Donc on était arrivé à un moment où une société considère les psychanalystes comme des personnes qui ont perdu la raison. Et moi je pense que la responsabilité du fonctionnement mental après Internet en est une raison. Bon, je pense que vous avez raison. Il y a cette espèce de chape de plomb du numérique et cet appauvrissement du langage réduit à des éléments de langage, à 200 mots, et le désir aussi d'avoir des résultats immédiats. Comment je me comporte, quelle est la solution, quelle est la formule, alors que l'analyse prend du temps, vous renvoie sur vous-même et pas forcément sur des aspects supportables de vous-même. C'est à l'encontre de la temporalité accélérée de ce qu'on appelle l'accélération anthropologique avec les différentes mutations de la différence sexuelle, de la famille, etc. Mais je pense que les psychanalystes ont une responsabilité dans cette marginalisation. Parce que très souvent, moi je suis considérée comme une analyste atypique et vous voyez, je parle trop longtemps. Mon fils me dit, Sartre, sois bref. Mais les psychanalystes ont tendance de parler d'un langage un peu stéréotypé, technique, et ne savent pas briser le marketing et cette image-là.
Même si, Freud l'a dit dès le début, le travail qu'on fait va forcément provoquer des résistances. Il faut trouver des moyens de les contourner. Un des moyens, et c'est pour ça que je vais à la maison des adolescents, c'est de moduler le dispositif et la manière d'interpréter de l'analyse classique et de s'adapter aux situations hospitalières. Par exemple, à l'hôpital de c'est Cochin, la maison des adolescents, c'est une équipe interculturelle, interreligieuse, interdisciplinaire, et la psychanalyse n'est pas appliquée telle qu'elle. Ça passe par des conversations, par de l'écriture, par des ateliers, etc. Et un rapport très, très light avant de devenir, avec certains, des cures analytiques. Mais je pense que tout le monde doit prendre leçon de cette crise et trouver des voies. Dans la maison des adolescents, il y a 20 ans, j'ai installé une sculpture que vous connaissez, que vous voyez dans le hall, de Raymond Mason, oui. Et je l'ai faite contre Madame Chirac, qui ne voulait pas entendre parler. Elle a reçu la Légion d'honneur, elle avait demandé que la sculpture soit retirée le jour de la remise. Et c'était des étudiants qui, le point levé, l'arbre de mai, manifeste le boulevard Saint-Michel. Ça me paraissait correspondre exactement à la révolte. Et que c'était vraiment un combat. Et donc, je l'ai installé avec l'artiste, qui est un des grands artistes, Raymond Mason, qui est au Musée d'Art Moderne. Je l'ai installé par force et par le dimanche matin, et comme ça, on l'a installé contre les pouvoirs publics. Et elle y est là depuis 20 ans, mais ça montre quelquefois que la révolte étudiante est peut-être quelquefois la seule façon d'exprimer leur détresse et leur désespoir. Attends, mais vous avez tout à fait raison, et je pense que prendre cette révolte dans son geste physique, violent, sexuel, destructeur même, est déjà le premier souci. Je suis étonnée de constater, quand on parle des jeunes adolescents qui se tuent, on ne parle jamais de leur sexualité. Qu'est-ce qui pousse à ce que la cocotte explose et on tue l'autre? L'homoérotisme, la pulsion, c'est un festival d'hormones, l'adolescence. Les conséquences de tout cela sur les psychiques et l'incapacité d'avoir des mots pour le dire. Ces jeunes et leurs parents qu'on écoute, ils ont 300 mots. Comment voulez-vous dire cette pulsion et cette à la fois agressivité et ce besoin d'investir des idéaux? Et il y a le lien psy qui peut aider, tel que nous l'entendons, avec écouter la chair des mots et non pas donner de nouveaux modèles de comportement comme le font les comportementalistes, même si les deux approches peuvent être harmonisées, mais ouvrir les langages de l'art à cette adolescence-là. Je donne un exemple de ce qui s'est passé à la maison des adolescents. Une jeune femme voulait partir pour donner beaucoup d'enfants à Allah pour être djihadiste, parce qu'elle détestait les hommes et elle pouvait faire des enfants pour Allah, qui dit la vérité. Et elle se disait très forte en maths, donc cognitive, réseaux sociaux et tout ce qui est ce côté ventriloque de la communication, mais elle détestait s'exprimer en français parce que c'est la langue d'abord des colonisateurs et puis ça lui disait rien, la philo. Et par un travail d'abord avec l'équipe interdisciplinaire interculturelle et avec l'atelier de l'écriture dans lequel une de ses camarades avait apporté un livre de Al-Hallaj, qui est le grand mystique soufi qui parle du rapport à Dieu, non pas en termes djihadistes, mais en termes d'amour. Et c'est dans une traduction française qu'elle a lu, et elle a vu que sa foi, que nous ne contestions pas, on voulait parler d'autre chose avant d'aborder la foi, sa foi qui peut se dire autrement, elle l'a retrouvée et elle est parue compatible avec la langue française et avec l'école. Elle est revenue à l'école, elle n'a pas passé le bac, mais elle a fait un apprentissage
aide-soignant, je crois, il est resté... Oui, d'où l'importance de la langue et non pas de la langue et de l'esthétique, enfin, oui, de l'art. Oui, oui, tout à fait. Et il y a un point qui me trouble beaucoup, parce que j'aurais assisté durant ma longue vie médicale à une modification radicale du rapport au temps. Quand j'étais étudiant à la bibliothèque, j'étais passionné par les revues Lancet des années précédentes. Maintenant, quand un étudiant regarde une revue Lancet du mois de janvier 2021, c'est vraiment pour la Bibliothèque nationale. C'est-à-dire comme si la connaissance était une connaissance du jour, qu'on le voit avec un email d'il y a 8 jours est un email perdu ou un email ennuyeux, alors que l'email du matin devient un email dont l'importance est considérable par rapport, au fond, quand on parle de présentisme, c'est vraiment, c'est pas simplement un concept, ça me paraît être un rapport à la connaissance qui fait qu'on finit par croire des choses qui n'ont aucun intérêt le jour et ne pas se confronter aux échecs de la pensée d'il y a 3 mois, 10 ans ou 20 ans, et que le jeune étudiant n'est plus confronté aux impasses de la pensée précédente et finit par considérer qu'il appartient au temps et que le temps présent devient un tel dictateur que se réfugier dans un temps passé, c'est fait pour les bibliothécaires ou quelques passionnés d'archéologie. Mais... Vous touchez là un moment qui est l'émiettement de l'identité et l'émiettement de temps, en instants qui sont comblants, mais pas dans la jouissance. Je pense qu'ils ne jouissent pas. Ils ont du plaisir immédiat qui est suspendu nulle part. Et c'est quelque chose de très psychotisant. Mais en même temps, l'Internet ne permet pas que ça. L'Internet me permet de vivre avec les étoiles, le temps des hommes préhistoriques, etc. Le temps est devenu à disposition. Mais ceux qui sont addicts ne le prennent pas parce qu'ils sont émétés et qu'ils vivent dans des instants. D'où l'importance, avec le lien duel dont je parlais, de les introduire dans l'histoire de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, etc. Et de réhabiliter, de se réapproprier la mémoire culturelle. Oui, mais... Je crois qu'ils ne veulent plus de nous, là. Il y a d'autres qui oui. Et c'est pour ça que moi je pense que, par exemple, l'histoire de la Shoah est du temps présent. Mais arriver à ne pas l'enfermer dans un phénomène d'il y a 80 ans, mais comme un phénomène qui est éternel, c'est-à-dire dont le surgissement a changé l'humain, et comment ce n'est pas de l'histoire, c'est alors là justement un temps présent. Comment faire pour que le passé devienne présent? Mais faire allusion, ouvrir à chaque fois vers la Shoah quand l'occasion se présente. C'est ce que j'essaie de faire en vous disant aujourd'hui, avoir une forme intérieure, qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, le monsieur qui a survécu a dit qu'il a survécu parce qu'il avait une vie intérieure. Trouver les moyens de mettre des passerelles entre ce qui se passe aujourd'hui et cette abjection qu'on a vécue. Et réveiller à cette possibilité latente dans le genre humain. C'est la malignité de l'appareil psychique et de l'humanité. On n'est pas loin du péché, mais cette destructivité humaine dont l'internaute est victime aussi, sans s'en rendre compte. C'est ça qui le conduit à cet émiettement dans les instants. Et si personne ne lui dit ça, il ne peut pas faire le lien. Oui. Je crois qu'on vous remercier beaucoup de cet échange. Il peut continuer. Vous pouvez continuer. Voilà. Merci de votre accueil, Daniel. Oui. Vous avez employé ce joli mot de membrane pour qualifier le particulier de l'écoute téléphonique. Cela m'a questionné. Ce mot évoque pour moi vibration en premier avec intensification du son, mais aussi porosité, bien que barrière le filtrage des impuretés. Cela s'applique-t-il à votre écoute de psychanalyste? Ah bah absolument, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'avais dit. Je crois que notre
notre auditrice a très bien saisi le sujet et le thème que je voulais soumettre, mais je le dis justement parce que je l'ai découvert dans mon expérience d'analyste. Donc, ça me concerne moi comme analyste, évidemment. Et je tiens à cette porosité qui est un risque, évidemment. Si je suis en osmose avec le trauma, c'est que je vis le trauma. Et le sens que je donne à ce trauma sera quelque part ce que je ressens de l'autre, mais ce que j'ai moi ressenti aussi. Et en proposant une interprétation, je me risque, peut-être que ce n'est pas du tout ce que l'autre pense. Il y aura des échanges de porosité et d'ouverture qui fait à la fois quelque chose de très érotisé et risqué, et par rapport à quoi je dois être aussi à distance pour qu'on ne se noie pas tous ensemble. Mais pour conclure ce sujet qui est énorme, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la membrane renvoie aussi à la vie intra-utérine. Et quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est déjà dans le monde. Et tout ce qui, on le dit de plus en plus maintenant, et on le retrouve dans les travaux des généticiens, etc., la précocité des relations qui passent par les voix, par les odeurs, par toutes sortes de sensations périphériques, se retrouve dans le lien, dans le pacte transférentiel qu'on lie avec quelqu'un qui est traumatisé et qui vient vous voir. Et donc, si l'analyste arrive à ces états de régression, c'est là que la cure devient efficace, je crois. Ce sont des moments de grâce. Je ne vous dis pas que ça arrive tous les jours, hein, mais ça peut arriver. Et merci à cette auditrice d'avoir repéré ce moment intense. Très bien.